Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the strike. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash it to each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est qui en pôle, c'est l'épisode 172 et cette fois on se retrouve non pas pour parler de MotoGP mais pour parler du World Superbike qui avait lieu à Magny-Cours le week-end dernier. Et pour m'accompagner cette semaine, mon acolyte de circuit, Automne. Comment tu vas, Automne ? Salut, moi ça va bien. Et avec nous, notre photographe préféré du podcast, Stéphane. Comment ça va, Stéphane ? Ça va, merci. Et vous ? Ça va, ça roule plutôt bien. Non. Sans mauvais jeu de mots. On va faire un point rapide avant de parler du week-end sur les nouvelles du côté du Superbike. On a Bautista qui re-signe avec Aruba pour l'année prochaine. Après des semaines de rumeurs, c'est enfin officiel. Et à côté, on a un passage en Moto 2. Donc passer du Super Sport 600 en Moto 2 pour Huertas qui est en tête du championnat actuellement. C'est pas sans nous rappeler Gonzalez en Moto 2 actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de ces transferts et de ces prolongations, Stéphane ? Alors, juste pour Huertas, c'est on va dire un peu une surprise parce que souvent c'est le chemin inverse, c'est souvent du Moto 2 ou Moto 3 qui viennent en Super Sport. Et là que du Super Sport monte en Moto 2, je trouve que c'est bien. Maintenant on verra l'année prochaine si Huertas il a le niveau en Moto 2 et si son niveau Super Sport il était dû à son talent de pilote ou dû à sa Ducati. Comme l'année dernière on avait toujours le doute avec Bulega. On sait qu'il est quand même pas mauvais. Donc on verra pour Huertas. Et après c'est bizarre que Huertas du coup... on peut se dire c'est bizarre qu'il monte pas en Superbike, mais je crois que comme le team Aruba 600, le team Aruba Super Sport devrait arrêter à la fin de la saison. Peut-être que j'ai une bêtise, mais je crois que ça devrait être comme ça. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi qu'il a cherché ailleurs et qu'il y a eu une opportunité en Moto 2. Oui, puis je pense que quand t'as une porte qui s'ouvre en Moto 2, même si t'es en 600, le Superbike, tu peux plus facilement y retourner pour moi que de revenir en Moto 2. Je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne expérience pour lui. Et pour la prolongation de Bautista, Automne, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que du coup c'est un peu bouché l'horizon chez Ducati, c'est pour ça que Huertas part en Moto 2. Il se murmure aussi que le team Barni va arrêter le Super Sport avec... Jari Montella qui monterait en Superbike à côté de Petrucci. Donc ça fait 2 teams avec une Ducati en moins en Super Sport. Mais je pense que Bautista il a raison de prolonger si les gens sont d'accord pour ça et qu'il a trouvé un accord dans son contrat. Il a le droit de kiffer quoi. Vu comme ça. Du côté du Mercato aussi, on a Dossoli, donc du côté du GRT Yamaha, qui a évoqué en début de week-end la possibilité de voir Iannone rejoindre le constructeur japonais. En ce moment, ils ont Gardner et Agarter, mais rien n'est signé de ce côté, donc ça pourrait être une possibilité. Iannone disait que Go Eleven, Yamaha ou autre, de toute façon, il fallait étudier toutes les possibilités. Et également, on a appris, alors c'est un ancien pilote, mais c'est une nouvelle importante, on a appris la retraite de Canepa, et Dossoli en a parlé également, puisque Canepa a annoncé au cours de la semaine, juste avant Magny-Cours, qu'il prenait sa retraite à la fin de la saison d'endurance. Lui, il a couru 79 fois en Superbike, donc il a une petite expérience tout de même. Et Dossoli disait qu'ils ont discuté de sa carrière, des opportunités futures qu'il pourrait avoir au sein de Yamaha et éventuellement le fait qu'il devienne un pilote d'essai. Ce que je trouve toujours drôle, c'est que les pilotes parlent de retraite, mais c'est pas une vraie retraite à partir du moment où t'es pilote d'essai, tu mets encore tes fesses sur une moto. Stéphane, qu'est-ce que tu penses de la possibilité de voir Canepa revenir dans le giron Yamaha, mais du coup à un autre poste avec des responsabilités différentes ? Pourquoi pas ? C'est vrai que c'est un pilote quand même assez chouchouté par Yamaha. Il a fait quand même pas mal de temps chez eux. Il a couru en endurance. Pourquoi pas ?
Après, je connais pas son niveau en termes de, tu vois, je sais pas, pilote d'essai, tu vois, feedback, technique, superbike. Donc, à voir. Et pour finir du côté des news, on a aussi appris que la manche en Hongrie n'aurait pas lieu. Et donc le championnat féminin devait normalement rouler en Hongrie parmi leurs manches sur la saison. Et du coup, ça sera décalé à Estoril pour elle. Voilà, pas trop d'avis sur l'absence de la Hongrie. Pour moi, ça veut juste dire qu'encore une fois, on n'est pas près de le voir en MotoGP, ce circuit, puisqu'on va pas rouler dessus et qu'ils n'auront pas de feedback. Voilà, c'est dommage, on verra s'il revient au calendrier l'année prochaine. Et pour rentrer dans le vif du sujet avec le Superbike, ça a commencé évidemment dès vendredi. Vendredi avec les séances d'essai pour toutes les catégories et surtout avec une grosse chute de Toprak, la même que Martin Renaudin en FSBK. Comme quoi on peut se faire copier quand on est pilote français. Et Toprak a donc été déclaré unfit parce qu'il a un léger pneumothorax. Donc c'était pas possible de finir le week-end et ça avait l'air de dire que ça allait plutôt pas mal, mais au final, après quelques jours, sa participation à la manche de Cremona n'est pas garantie. Voilà, donc ça a vachement remis sur le tapis la question de la sécurité du circuit. Mélandry s'est exprimé sur le sujet en disant que c'était pas la première fois, que lui en parlait déjà à l'époque et qu'il fallait absolument sécuriser cet endroit du circuit. Du coup, ça fait plusieurs fois qu'on en entend parler. En débrief de presse, il y a eu pas mal de fois la question, ils ont posé la question à Iannone le samedi. Iannone a répondu on roule bien sur plein de circuits en MotoGP, pourquoi on roulerait pas sur celui-là, en gros. Iannone, quoi, ils s'en foutaient un peu. Mais voilà, donc ça c'était vraiment le gros événement du vendredi, puisque le vendredi on sait que c'est les séances d'essai. Automne, toi qui étais aussi sur place avec moi, c'est quoi ton avis sur ce circuit et sur cet endroit où Toprak a chuté au final? Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire de le sécuriser ou que c'est les risques de la course et qu'il faut faire avec? Alors, déjà, je suis pas du tout pilote, donc d'un point de vue extérieur, cet endroit, donc c'est juste avant la dernière chicane du circuit. Ça ressemble un peu à l'approche du coup entre deuxième et troisième virage du circuit de Spielberg en Autriche, le Red Bull Ring, qui avait donné lieu à un crash assez effrayant avec Franco Morbidelli et Johan Zarco qui s'étaient accrochés et les deux motos qui avaient volé pile entre Valentino Rossi et Maverick Viñales. Après ça, le circuit il avait été modifié, donc ils avaient fait une chicane et la solution ce serait peut-être de modifier légèrement le tracé. En tout cas, ce mur-là, il aurait pas dû rester comme ça avec seulement des pneus. C'est incompréhensible qu'ils aient pas mis d'air fence à cet endroit. Alors, il faut juste savoir, pour ceux qui connaissent bien Manicourt, que pas ce rail, mais on va dire cette rambarde avec ce grillage, il a été rajouté il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'au tout début du circuit, on va dire il y a 5-6 ans, ça n'existait pas ça. C'est-à-dire que si tu tombais à cet endroit-là, tu glissais dans l'herbe et après tu repartais tout droit. Et il n'y avait pas cette sécurité. Ça a été mis il n'y a pas longtemps, donc en fait, ils ont fait un truc censé sécuriser le circuit, mais finalement qui se retourne aujourd'hui contre le pilote. Contre Toprak. Ouais, la chute de Toprak était vraiment impressionnante pour le coup. C'était pas beau à voir. Et donc voilà, ça c'était le gros événement du vendredi. Et aussi en 600, on a eu Valentin Debis qui a cassé le moteur. Sauf que lui, à l'inverse de Schroeter, qui lui aussi casse son moteur, il s'en rend compte et il roule doucement au stand. Il rentre doucement au stand en voulant pas l'abîmer plus que ce qu'il aurait pu. Et Schroeter, lui, à l'inverse, il a mis de l'huile partout. Mais ce qui a été un avantage pour le Français parce que Debise a pu réparer rapidement le moteur et repartir et faire quelques tours. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et c'était aussi, à noter en 600, la première journée de roulage en mondial pour cette saison 2024. Pour 3 wildcards, parce qu'on avait 3 wildcards françaises en 600 avec Corentin Perolari qui est le nouveau champion
de France en SSP 600 au sein du FSBK, avec Enzo de la Vega et Alexis Négrier qui, eux, se battent pour la 2e place en FSBK. Voilà, ça c'était les gros points du lundi, rien de plus à noter, je pense que la chute de Toprak est largement suffisante. Par contre, le samedi, c'était beaucoup plus animé parce qu'on avait bien évidemment la première course en Superbike et durant la première course en Superbike, c'est Van der Mark qui s'impose en course 1 sous une pluie torrentielle. C'était les chutes du Niagara sur le circuit, autant pour les spectateurs que sur la piste. Et malgré l'absence de Toprak, du coup, il finit quand même par mettre BMW sur la plus haute marche du podium. Et ça a permis de prolonger la séquence de victoire de BMW à 14. Et ça a été évidemment stoppé en Superpole le dimanche, vous verrez pourquoi assez vite. Et c'est ensuite au classement Bautista qui se place 2e et Petrucci qui vient se placer sur la 3e marche du podium avec 24 secondes de retard sur Van der Mark. Donc voilà, c'était une course un peu compliquée pour tous les pilotes. On a Réa et Boulega qui ont chuté dans le premier tour. Ça a mis fin à leur course directement. Boulega qui s'en est collé une belle. Réa qu'on a pu voir avoir la main coincée sous la moto et quand il s'est relevé, il n'a pas cherché à comprendre. Pour ceux qui connaissent Manicourt, il a chuté juste avant la ligne d'arrivée, ce qui fait qu'en fait, il avait juste à traverser la piste et aller au centre médical parce que le centre médical est juste derrière. Et il s'avère que de cette chute, il a été déclaré unfit puisqu'il avait il a une fracture du pouce droit. Donc voilà, c'était très compliqué, beaucoup de chutes, beaucoup de frayeurs pour les pilotes. La chute de Boulega, c'est quand même à noter, c'est que ça met fin à sa série de 21 courses dans les points et ça implique aussi, parce que c'est quand même un record, 21 courses dans les points pour lui, mais ça implique aussi qu'il n'y a aucun pilote qui aura terminé toutes les courses en 2024 en Superbike. Voilà, donc un peu compliqué et ça a été assez difficile pour les pilotes de choisir quel pneu prendre. On a eu de nombreux pilotes en pneus slick, quelques pilotes en intermédiaire et au final tous ceux qui ont terminé la course, c'est les pilotes qui sont partis en configuration pluie parce que la majorité d'entre eux ont choisi de s'arrêter dans les tours 3 à 5 et même si la pluie s'est arrêtée, au final la piste était complètement détrempée. On a 10 pilotes qui n'ont pas fini la course en course 1 et du côté des pilotes au final ils sont que 12 à avoir terminé. Stéphane, toi qui as vu la course, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, j'ai vu au sec déjà, c'était pas mal la course. Alors c'était à l'inverse de nous. non c'était pour le coup c'est nul de voir les gens chuter, mais c'était quand même une course à rebondissement, donc à chaque virage ils disaient mais qu'est-ce qui va se passer, donc je trouvais la course quand même assez sympa en tant que téléspectateur. Je pense qu'au moins en tant que pilote, ce que je note sur la première course, c'est que Boulega, il a loupé le coche parce que quand t'as Toprak qui chute le vendredi, tu te dis, il y a quand même des gros points à prendre au championnat. Enfin, que ce soit d'ailleurs Boulega ou surtout Boulega parce que Bautista lui il finit 2. Et c'est bien pour Van der Mark, je trouve qu'il a quand même bien géré la pluie par rapport aux autres. Il s'impose. Ça montre aussi que la BM elle est performante sur le sec et sur le mouillé. Et Automne, toi t'en as pensé quoi? C'était une vraie course d'élimination, j'ai trouvé. Moi j'étais à l'intérieur de l'épingle d'Adélaïde et à chaque tour il y avait des pilotes qui tombaient. J'ai vu le ventre-glisse de Boulega et puis à un moment il y avait Gerloff qui menait, Scott Redding était bien placé, il est tombé et au final il a fini 4e si je me trompe pas. Ouais. Donc c'est pas étonnant pour moi qu'il y ait autant d'écart entre les pilotes qui ont réussi à rester sur leur roue et ceux qui sont tombés, qui sont remontés et qui ont fini bien placés. Ouais, pour Redding, comme tu le dis, il a fini 4e. En fait, il est passé au stand au 4e tour. Et au final, il a chuté dans le 9e tour avec sa moto. Il a réussi à la relever. Il a réussi à finir 4e. Donc, c'est vraiment une bonne chose pour lui. Après, comme tu dis, c'était vraiment une course à élimination. C'était une course qui était compliquée. Nous, avec François, on était dans la tribune qui est vraiment juste à la ligne d'arrivée. Donc, il y a un espèce de pif-paf avant d'arriver à la ligne. Juste après, là où Debise et Maillas sont tombés le dimanche, et en fait le vibreur, les pilotes passent pour la plupart du temps tous dessus et ça avait l'air complètement savonneux en fait, c'était
ultra compliqué pour les pilotes de retenir sur les roues. Love s'est fait une belle frayeur aussi. Et en fait, on avait l'impression qu'à chaque tour, il y avait des pilotes qui allaient complètement chuter devant nous parce que c'était trop détrempé, c'était trop compliqué pour eux. Moi, je te rejoins, Stéphane, sur le fait que c'est une bonne chose pour Van der Mark d'avoir gagné. C'est ultra, déjà, c'est ultra positif pour lui. Et il disait qu'en fait... quand il était vraiment déçu de ne pas avoir pu faire ce podium avec Toprak et qu'en même temps, quand Toprak a chuté vendredi, Van der Mark lui a dit mon but ce week-end c'est d'aller prendre le plus de points à tes adversaires, donc je ferai tout pour le faire, ce que je trouve assez cool. Est-ce que vous avez un truc à ajouter sur cette course du samedi? Rémi Gardner qui a fait la fin de la course sans bulle, il me semble, après sa chute. Et il n'est pas qualifié d'ailleurs, il n'est pas classé en course 1, Rémi Gardner. Il n'a pas eu cette chance. Quand tu regardes le classement, il est indiqué comme non qualifié après 5 tours. J'avoue que j'ai plus en tête ce qu'il a fait. On enlèvera. Non, mais c'est pas grave, c'est bien de signaler que Rémi Gardner a fait des choses ce week-end, c'est important. On l'aime bien chez Seki en pôle, donc... Bon, et évidemment, on attendait encore une fois avec impatience parce que c'est la manche française, donc on attendait la course de Super Sport 600 en se disant ok, deux Bismayas, c'est maintenant, on va les avoir l'un en face de l'autre, on a envie de voir ce que ça donne, pour qu'au final, la course soit annulée. Et la course a été annulée parce qu'il y avait trop de pluie, pas assez de visibilité pour les pilotes, donc c'était assez dangereux. Et en fait, la pluie, ça a donné des situations un peu cocasses du côté du Superbike parce que Bautista l'a indiqué en conférence de presse après la course, c'est qu'habituellement, quand tu décides de rentrer au stand quand il pleut et que c'est ton fait et que c'est pas ton team qui l'indique, tu leur fais un signe, tu fais quelque chose, enfin voilà, tu fais en sorte que ton team soit en mesure de savoir que tu vas rentrer au stand. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas sur cette course et donc il est arrivé au stand sans savoir si les pilotes, les mécaniciens seraient prêts pour faire son changement de pneus. Au final, il est arrivé, c'était le cas. Et ils ont même fini avant le temps obligatoire qui est de 45 secondes d'arrêt au stand. Alors déjà, je trouve ça fou que tu mettes moins de 45 secondes pour changer 2 pneus de moto. Mais du coup, il a dû patienter un peu avant de repartir. Donc on a ce genre de situation et on a Yannone également qui racontait que lui c'était tellement compliqué dans son casque qu'il arrêtait de respirer pour pas avoir de buée parce qu'il voyait plus rien avec la pluie. Sur ce sujet de la visibilité, je trouve ça bien au final que la course elle ait été annulée, enfin reportée. Parce que si les pilotes voyaient pas grand-chose et avec toute l'eau qui stagnait sur la piste, il y a déjà eu des mauvais souvenirs. Je sais pas si vous vous en rappelez, en 2013, il y avait une course à Moscou en Russie. Et dans la course Super Sport, il y a Andrea Antonelli qui est mort en fait après sa chute parce que les pilotes voyaient rien et dans une ligne droite, il est tombé et il s'est fait percuter. Donc c'est bien que ça serve de précédent et qu'ils aient choisi de reporter plutôt que de tenter de faire partir la course coûte que coûte. Ouais, t'as des pilotes qui avaient envie de rouler, parce que Alexis Négrier disait que pour lui, il aurait bien aimé rouler, quoi. Vu qu'il est très fort sous la pluie, forcément il va dire qu'il veut rouler, mais après, tu vois quand même que la piste est quand même très très mouillée. T'as vu quand même avant en Superbike, il y a eu quand même beaucoup de mecs au tas. Tu sais qu'en 600, ils ont peut-être pas la même maturité que les gars qui sont en 1000. Chacun aurait voulu dire c'est moi le plus fort et s'il y avait eu un drame on aurait dit ils auraient pas dû rouler, il y avait trop de pluie, donc je trouve que c'est quand même sage pour une fois qu'ils aient pas fait rouler les pilotes sous ces conditions, quoi. Et puis je pense qu'après l'accident de Toprak ils ont pas voulu alourdir la facture, quoi. Oui, et puis honnêtement, c'était même nous sur place en tant que spectateurs, on s'est posé la question, on s'est dit comment c'est possible de rouler dans ces conditions. C'était vraiment détrempé, quoi. Pour le coup, c'est pas vraiment l'état de la piste et le fait qu'il y ait beaucoup d'eau, parce que les pneus pluie ils sont assez performants pour pouvoir rouler sur autant d'eau. Ouais, non, c'est juste le problème de la visibilité et de l'eau qui est dégagée par le pneu arrière.
Bah, pour te dire, nous on était du côté de la salle de presse, du coup, et en fait c'est vitré sur la piste, et on y était avec François, et en fait on voyait pas grand-chose, même sur la ligne d'arrivée, alors qu'on n'était pas loin. Donc ouais, ça me paraît pas complètement déconnant, surtout quand tu... Après, ça donne des situations cocasses. Hein. Moi, je trouve ça très drôle quand Bautista dit qu'il est rentré au stand sans savoir si ses pilotes... Enfin, ses mécaniciens, j'en veux avec les pilotes ce soir. Ses mécaniciens seraient capables de changer son pneu s'ils étaient prêts ou pas. Donc, ça fait partie des courses aussi. Et on va pas se mentir, les courses sous la pluie, on aime bien ça aussi. Donc, à côté, Misano, le week-end dernier, c'est des petits joueurs. On en a profité d'être sur place avec Automne et François pour avoir des petits retours d'acteurs français qui étaient à Magny-Cours ce week-end. Donc j'ai posé la question à Christophe Guillot de comment se passait le week-end du côté du GMT, sachant que chez lui il y avait donc la wildcard de la FFM, Alexis Négrier, et ils accueillaient également dans leur box Enzo de la Vega pour le week-end. Donc je vous laisse écouter Christophe nous raconter un peu ce début de week-end. Ça se passe bien, mis à part pour Philippe Hottel, c'est dommage, il rate vraiment la qualification et la course sous la pluie parce qu'il a un problème de visière de casque, de buée dans le casque, c'est bon, voilà. Pour ce qui est de Luca Mayas, il a fait rêver toute l'équipe, sauter en l'air avec sa première ligne, c'était génial. D'autant plus génial que légère frustration parce qu'il n'y a qu'un dixième de la pole et il a perdu 3 dixièmes dans l'avant-dernier partiel. Donc c'était rouge. En fait, il a fait un super premier partiel, super deuxième. Le quatrième, c'est un truc de dingue. Et bon, mais c'est extraordinaire. Il est quand même deuxième temps, 39,8, c'est fou. Donc avec Lucas, ça se passe admirablement bien. Il était très tendu ce matin lors du warm-up sous la pluie. Et en fait, il aurait dû être P1. Alors ça s'est pas vu parce que le temps était retiré en raison d'un drapeau jaune, je sais pas quoi, enfin c'était comme ça peut arriver. Mais il était hyper bien. Et puis après la course a été annulée pour repartir demain. Le cas, ça se passe vraiment top. Et le pilote wildcard, parce qu'en fait il n'y en a qu'un, c'est Alexis Négrier. Donc lui, il a été très vite sous la pluie en championnat de France. Sur le sec, c'est un peu plus difficile. Et puis il n'a pas pu se préparer parce que c'est pas la même marque de pneus en championnat de France, parce que c'est peut-être pas l'objectif de départ d'être là. Donc là, je crois qu'il va mesurer la marche énorme à franchir. Ça va servir à ça. Mais il le prend bien, ça a l'air d'aller. Et puis l'autre pilote qu'on soutient, ça s'appelle One Event, parce que chaque pays peut avoir que 2 wildcards. Donc l'autre wildcard, c'est Corentin Perolari. On est quand même très fiers de voir qu'il peut courir, parce que c'est lui qui est en tête du championnat. Il est champion de France d'ailleurs depuis Carole. Et c'est super que son équipe ait été motivée pour prendre la wildcard qui normalement était réservée chez nous. Puisque le premier du championnat avait la moto du GMT 94. Et comme il est officiel de la marque pour laquelle il court, il ne pouvait pas le faire. Et ça, c'est top que son team ait décidé d'y aller. C'est vraiment une grande fierté qu'on peut avoir, que c'est pu emmener. Et la Fédération française était ravie. Je pense que c'est vraiment chouette. Alors du coup, les 2 places étant prises, j'étais assez déçu pour Enzo de la Vega, qui s'est battu toute l'année pour ça, qui a manqué de réussite. Il a 2 casse-moteurs, 2 chutes au mauvais moment. Et lui aussi méritait. D'ailleurs, Alexis Négrier, 4 victoires sur la pluie. Enzo, 4 victoires sur le sec. Et le problème, c'est que lui, il n'a pas pu se préparer comme nous, parce que c'est pas une vraie wildcard. Il n'a pas fait les 3 jours d'essai qu'on a fait ici à Magny-Cours avec notre moto et notre moteur. Alors, il a le même moteur que nous maintenant. Il l'avait pas à ce moment-là, et il faut le temps de s'adapter. C'est dur. Et je pense qu'il ne le mesurait pas non plus. C'est tellement de rêves vraiment de rêves dans les yeux. On pense que ça va faire tout de suite, mais non. Lucas Mayas m'avait dit, mais tu sais Christophe, s'habituer au moteur là, entre celui du FSBK et le mondial, c'est pas en une séance de FP1. Même moi, honnêtement, je pensais que c'était possible. C'est vrai que c'est dur. Et je me rappelle que l'an dernier, avec le petit Johan Gimbert, qui avait gagné la wildcard, il a fallu, à l'issue des 3 jours d'essai, il n'avait pas passé la barre des 1,42. Après, il l'a passé largement d'ailleurs. Pour la course, il a fait une super 11e place. Mais c'est long. Et Enzo n'est pas à la même enseigne que Alexis. On a pu lui obtenir un moteur, l'aider pour la préparation, solliciter quelques partenaires pour qu'il puisse être soutenu. Mais ça reste, voilà. Donc
Cela dit, il a peut-être un coup de chance parce que demain, il y a 2 courses. Et comme il a besoin de rouler avec cette moto, même si la sienne, c'est pas le même moteur, la course 1, je m'en ai parlé tout à l'heure, je lui ai dit, écoute, la course de 12 tours, prends-la pour préparer la deuxième. Voilà. Donc, je pense que ça peut être bien. Voilà, donc c'est toujours ultra intéressant, je trouve, d'avoir des retours, surtout de Christophe Guillot, qui est quand même un des acteurs phares du paddock en Mondial Superbike. J'ai également posé la question à Enzo de la Vega de comment se passait son week-end, parce que lui devait s'adapter à un nouveau moteur ce week-end, donc pareil, encore une fois, je vous laisse écouter ça. Ce que je trouve assez intéressant avec Enzo, c'est que, comme je disais, c'était une nouvelle configuration de moteur qu'il n'avait pas en test, donc c'était intéressant de savoir comment il s'était adapté pour ce week-end. Alors dans l'ensemble, ça a plutôt mal débuté vendredi. On a eu des petits soucis électroniques. Bon, en soi, normalement, c'est réglé. Là, ce matin, on a pu tester au warm-up, même si c'était sous la pluie, la moto a l'air de bien fonctionner. Donc voilà, on verra dimanche pour les courses. La moto devrait fonctionner. Malheureusement, on n'a pas de warm-up dimanche matin parce que ils ont annulé la course de samedi. Donc on verra, on partira directement en course. On part 21e parce que vendredi, voilà, ça s'est tout mal goupillé. On n'a pas pu faire beaucoup de tours dû aux problèmes électroniques. Donc voilà, la qualif a été un peu compliquée. On n'a pas pu mettre les pneus qu'on voulait. Mais bon, en soi, on va essayer de faire des bons départs et surtout s'amuser, parce qu'en vrai, quand on s'amuse, en général, ça vient avec. Donc voilà, on va essayer de s'amuser, prendre du plaisir et essayer de ramener quelques petits points, ça serait bien. Et les pneus que tu as en World Superbike, là, c'est très différent de ce que tu as en FSBK? Les pneumatiques ? Ouais. Non, les pneumatiques, c'est les mêmes. Moi, je roule Pirelli en championnat de France. Donc là-dessus, non, ça me déstabilise pas. J'ai l'habitude. Après, voilà, vraiment, ce qui m'a déstabilisé, c'est le nouveau moteur du mondial, fourni par Tenken. Il marche très très bien en haut. Par contre, en bas, c'est beaucoup plus cru qu'un moteur de championnat de France. Et là-dessus, voilà, dû au problème, du coup, j'ai pas pu faire énormément de tours. Donc c'est ça, je pense, qui m'a un peu pénalisé et que j'ai pas pu faire tout le schéma comme j'aurais voulu le faire. Mais voilà, on essaie de garder le positif et de kiffer, quoi. Et pour finir, on avait celui qui a été le roi des courses sous la pluie en FSBK en début de saison, Alexis Négrier, qui du coup, lui, avait envie de rouler samedi. Et il nous a raconté un peu comment ça s'est passé ce début de week-end jusqu'au samedi en fin de journée, et surtout comment il gère les pneus qui sont différents dans FSBK. Honnêtement, c'est un week-end très compliqué pour le moment. En FP1, sachant qu'en mondial, il n'y a pas énormément de roulage. C'est une FP1, une qualif directement, donc c'est vrai qu'il faut se mettre en rythme direct. Et voilà, donc en FP1, j'ai fait 4 tours et puis il y a eu un drapeau rouge. Malheureusement, quand je suis reparti, le pneu n'a pas voulu repartir. Donc j'ai chuté dès mon premier tour. Donc 4 tours, vous imaginez, sur 40 minutes, ça fait pas beaucoup. Donc très compliqué. Après la qualif, forcément, j'essaye de rattraper un peu, sachant que sur le sec, je suis pas le meilleur. Mais voilà, j'espérais mieux, mais c'est comme ça. Je pars loin, mais je sais qu'en course, ça sera beaucoup mieux. Après, voilà, la pluie pouvait m'aider cet après-midi. Je suis très à l'aise sous la pluie et j'étais très content qu'il pleuve aujourd'hui. Et malheureusement, la course est annulée et je suis très déçu parce que pour moi, après c'est personnel, mais je pense que pour moi ça roulait. Les autres pilotes ne le pensaient pas. Après, voilà, je pense qu'en championnat de France, on a eu pire comme conditions pour rouler. Mais voilà, c'est comme ça arrive, c'est pas grave, c'est reporté à demain et voilà, demain on va essayer de faire au mieux possible. Ça sera sûrement sur le sec et je vais essayer de donner au mieux possible, essayer d'accrocher le groupe devant, essayer de comprendre des choses et voilà, essayer de m'amuser au plus et puis voilà, on verra comment ça se déroulera. Toi qui es très à l'aise sous la pluie, comment t'anticipais la différence de pneus comme tu roules en Michelin en FSBK et là c'est des Pirelli en World Superbike? Et honnêtement, ça me posait pas vraiment problème parce que il y a 2 ans, je roulais encore pour Pirelli.
Donc les pluies en Pirelli, je les connais. J'ai déjà fait une pole en championnat de France avec des pluies pour ma première année. Donc voilà, les Pirelli, je les connais un minimum. Après, c'est vrai que ça change. Ça change du Michelin. C'est vrai, quand on fait une année comme ça sur du Michelin, repasser sur du Pirelli, c'est différent. C'est une autre carcasse de pneus. C'est un pneu qui s'use beaucoup plus. Un pneu qui a besoin qu'on lui en mette dedans. Et voilà, sous la pluie, après, je le connaissais un peu. Donc pour moi, ça pouvait passer. Je sentais que je pouvais être à l'aise dessus. Ce matin, j'ai mis du temps à me mettre dessus parce que le Pirelli est quand même un peu différent sur la mise de l'angle. En fait, j'arrive moins à mettre de l'angle sur le Pirelli que sur le Michelin. Après, voilà, le grip, j'ai vu que ça pouvait passer. J'ai voulu suivre Navarro et j'ai très bien vu que ça passait sur les freins, sur l'axel. Donc, j'ai commencé à me mettre en jambes et puis après, il y a eu le drapeau rouge. C'est comme ça arrive. Décidément, ce week-end, c'est pas vraiment pour moi, mais voilà, sous la pluie, je sentais que je pouvais faire quelque chose. Après, voilà, sur le sec, on verra, c'est différent. Le pneu s'use beaucoup plus vite, mais plus rapide, donc on verra ce qu'on peut faire. Voilà, donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un retour des pilotes. Automne, toi qui étais sur place et qui as pu discuter également avec eux, est-ce que tu trouves ça, toi, est-ce que tu trouves que leur week-end était à l'image de ce qu'on attendait, ou est-ce que à l'inverse ils ont été assez surprises de voir ce qu'ils ont pu faire en essai, du coup, parce que la course n'avait pas eu encore lieu le samedi? Alors, aux essais, c'est vrai qu'Alexis Négrier, il était quand même assez loin. Guillaume Antiga, parce qu'il faut pas oublier Guillaume Antiga qui roule en Supersport nouvelle génération sur une Ducati et qui l'a remplacé un pilote sur une Kawasaki. Bien vu, je l'avais oublié. Lui, en fait, il découvrait la moto, il avait jamais roulé avec avant. Enfin, il avait roulé avec une version très ancienne il y a quasiment une dizaine d'années, il m'a dit. Donc, il fallait tout se remémorer très vite. Et il a fait un assez bon début de week-end. En ce qui concerne Corentin, c'est sûr qu'il a montré qu'il avait le rythme. Il a réussi. Je me souviens plus exactement de sa position aux essais, mais en tout cas, la suite de son week-end a prouvé que il n'avait pas du tout volé sa place. Et pour Enzo, c'est vrai que il a fait des belles performances. Je vais pas non plus révéler ce qu'il a fait en course, mais c'était compliqué pour lui parce que du coup, il a acheté un moteur à Tenkate, un moteur comme ceux du Team Tenkate spécification Supersport, qui est très différent de son moteur d'habitude en championnat de France Supersport, et comme il l'a bien expliqué. Donc voilà, il n'avait pas beaucoup de temps pour se mettre dans le bain. Ça aussi, il l'a dit, mais le nouveau format des week-ends, ça se prête pas vraiment à des wildcards comme ça, parce qu'il y a une séance d'essai et il faut tout de suite enchaîner les tours chrono pour être bien placé en vue des courses. Ouais, c'est ultra compliqué, c'est ultra court au final comme week-end pour eux quand t'as pas l'expérience du mondial. En plus, ils viennent avec leur team français, ça faut pas l'oublier. Ils viennent avec Corentin, il est venu avec son team du FSBK, Enzo aussi. Alexis, il avait l'avantage d'être au GMT, mais du coup, ça reste aussi au-delà d'être une épreuve pour les pilotes, c'est une épreuve aussi pour les teams, donc c'est assez particulier quand même comme week-end. Ouais, pour le cas de tous ces pilotes, même Snegri avec le GMT, lui, Alexis, il a pas l'expérience du mondial. Tandis que Corentin Peroari, pour le coup, lui, il a vraiment l'expérience. Tu vois, son team, c'est quand même un team officiel Honda, donc ils ont un peu plus de moyens, je pense, qu'Antiga ou que de la Vega. Et pour Honda, tu vois, ils avaient quand même... alors, je sais pas s'il y avait des mécanos support du HRC, mais ils ont quand même eu une préparation... vraiment du HRC, tu vois, ils ont eu quand même eu des choses en plus que CBO, donc son équipe, avait pas à sa disposition au départ. Oui, non, mais c'est clair, mais heureusement d'un côté, tu vois. Tu vois, ils avaient quand même un peu un support que, tu vois, un peu à la GMT, tu vois, et donc, pour le coup, ils étaient un peu kiff-kiff les deux. Mm.
Et du coup, on va attaquer la plus grosse partie du week-end avec le dimanche. Le dimanche, on avait 2 courses en Superbike. On avait la Super Pole Race où Bautista chute. Il a heurté l'arrière de la machine de Bradley Ray, à ton grand désespoir, Auton, parce qu'on sait que tu l'aimes beaucoup. Et il a été déclaré unfit. C'est Boulega qui a gagné. Donc c'est pour ça que je disais qu'il a mis fin à l'enchaînement de victoires de chez BMW. Et il était suivi par Alex Loves et Petrucci. Donc Petrucci qui monte une 2e fois sur le podium pour le week-end. Et s'en est suivi la course principale, entre guillemets, la course 2. Et c'est encore une fois Boulega qui s'impose. On a une petite impression de déjà-vu à Manicourt avec les 600 l'année dernière où Boulega s'est fait un plaisir d'écraser la concurrence. Petrucci, lui, il a poursuivi la course avec acharnement et il était quand même assez proche d'aller rivaliser avec Boulega, même si en vrai son compatriote avait une avance de 2,5 secondes à la fin du 4e tour, et c'est un écart qui est resté assez stable jusqu'au drapeau à damier. Et derrière, c'est Garrett, bien sûr, Garrett Gerloff qui prend la 3e place devant Van der Mark. Voilà, il s'est fait plaisir, il a pris les points là où il avait voulu les prendre. Et au final, c'est Alex Loves qui termine 4e devant Van der Mark. Et c'est quand même un truc important à noter du côté du Superbike, c'est que ça faisait presque 11 ans qu'on n'avait pas eu en course soit Rea, soit Bautista, soit Toprak. Donc les Avengers en PLS ce week-end. Donc voilà, c'était un bon week-end pour Ducati au final, parce qu'il y a eu une petite réduction de points d'écart entre Boulega et Toprak. Et surtout, je trouve ça assez fou, c'est que Ducati, avec la victoire en course 2 de Boulega, a été représenté pour la 750e fois sur le podium. Donc vraiment une course intéressante pour eux. Stéphane, qu'est-ce que tu as pensé de cette course ? Là, au-delà de la course, je trouve que c'est dommage pour Boulega, parce que compte tenu du fait qu'il gagne la super sprint, la race 2, tu te dis c'est dommage qu'il tombe en course 1, parce que il a quand même perdu des points au championnat sur Toprak, donc je pense qu'il doit quand même avoir les boules, même s'il a gagné 2 courses sur 3. Et après, oui, c'était une belle course, tu vois, encore une fois, on voit que les BM sont dans le coup, parce que là, Gerloff, il finit 3e, donc tu vois, t'as quand même sur les deux courses longues, t'as 2 BM sur le podium, donc c'est ce que tu disais quand on a débriefé de la mi-saison, c'est qu'on a l'impression qu'avec l'arrivée de Toprak, BM, ils ont fait un saut en avant sur leur performance qui est complètement visible ce week-end en tout cas. Ouais, et on se posait la question à la fin en disant, est-ce que c'est Toprak, est-ce que c'est le test, est-ce que là on se rend compte que je pense que le team de test a quand même fait beaucoup progresser la moto, puisque tu vois, en tout cas à Manicourt, sur toutes les courses, les BMW étaient placés. Alors après, certes, il y en avait moins à l'arrivée, mais ça, c'est plutôt des fautes de pilotage qu'autre chose. Mais en tout cas, la machine, elle est pas mal. Et voilà, je trouvais que c'était quand même une course intéressante, avec un résultat de Boulega, voilà, il est fort. Et je pense qu'il faut compter sur lui pour le championnat. Par contre, Bautista, dommage, lui, il est tombé, il se fait mal. Donc là, il loupe quand même des gros points, et pour la super sprint et pour la course 2. Donc je pense que ça va être compliqué pour lui d'être champion. Donc je pense qu'il va quand même se jouer entre Toprak et Boulega. Et on verra comment Toprak va revenir de son pneumothorax et si Boulega il reste sur la même dynamique ou pas. Ouais, puis quand même, pour revenir sur Boulega, il y avait quand même une incertitude dimanche matin, parce qu'après sa chute, il avait, c'est ce qu'il a annoncé en débrief, c'est que il avait des douleurs dans le cou, dans les épaules, et que avant d'aller faire d'autres examens, avant de rentrer, il est quand même content d'avoir pu rouler et bien rouler, sachant qu'il avait quand même bien commencé son vendredi et il avait la vitesse qu'il cherchait. Après, c'est ce qu'il dit, il s'en cache pas, c'est qu'il manque d'expérience en fait sous cette météo en Superbike, et que le samedi pour lui c'était vraiment compliqué. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il s'attendait pas à cette chute et qu'il n'y avait pas de signe avant de chuter
et de se retrouver le cul par terre, quoi. Donc il supposait que c'était à cause de son choix de pneus, parce qu'il les avait jamais essayés avant, et en gros ce qu'il dit c'est qu'il les avait jamais essayés avant, et un tour m'a suffi pour comprendre que je ne les aime pas. On s'en serait pas douté. Donc voilà, et c'est une bonne chose, je trouve, pour Ducati, c'est une bonne chose pour lui. Il a dû arriver, donc ça, encore une fois, c'est ce qu'il racontait, mais qu'il est arrivé, il a fait 11 fois deuxième en course pendant la saison, donc ça commençait un peu à le gonfler de ne pas prendre des victoires. Donc ouais, c'est une bonne chose, je pense, et je pense que Ducati a eu là l'occasion de vraiment réduire l'écart au championnat, parce que pour faire un point au championnat d'ailleurs, on est maintenant à Toprak avec 365 points, puisque résultat blanc tout le week-end, Nicolo Boulega avec 310, donc au final il se rapproche, il reste 4 manches, il n'est pas si loin. Si Toprak n'est pas là à Cremona, on peut se poser des questions quand même. Et ils sont suivis par Bautista avec 243 points, Alex Lowes avec 235 points et Petrucci avec 190. Et après, les autres commencent à s'éloigner de plus en plus. Aussi, Stéphane, c'est 3 podiums pour Petrucci ce week-end, ce qui est quand même une bonne progression. Un bon week-end du coup pour lui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut pas oublier quand même que Petrux il est toujours là. Il fait 3 podiums. Ça fait, je sais même pas si ça l'est jamais arrivé en Superbike, qu'il fasse 3 podiums. C'est vrai qu'il a profité un peu des faits de course, mais bon, ça fait partie de la course et c'est bien pour lui parce que ça montre aussi peut-être à l'équipe Aruba, tu vois, qu'il a toujours le niveau, qu'il a toujours la vitesse. Et il faut pas oublier que même s'il a re-signé Bautista l'année prochaine, dans 2 ans, il y aura le guidon de libre, donc il a peut-être une carte à jouer, puis il montre aussi que voilà, il est dans le coup, quoi. Il est pas si vieux que ça. Ouais, c'est la première fois que ça lui arrive à Petrucci de faire 3 podiums sur un week-end. Et d'ailleurs, Automne, toi qui étais au débrief de Petrucci dimanche, est-ce que tu peux nous résumer un peu, entre guillemets, ce qu'il a raconté et comment lui, il l'a vécu son week-end ? Pour lui, en fait, la course, c'était... Il pensait qu'il avait le rythme pour revenir sur Boulega, et au final, dès que Boulega se rapprochait, en fait, il claquait un temps chrono, et du coup, il arrivait jamais à refaire son retard vraiment sur Boulega. Et après, Manicourt, je pense que pour lui, c'était pas une piste qu'il aimait spécialement avant. Et donc là, ça va changer un peu son impression de cet endroit, et c'est pas plus mal. Oui, c'est clair. On est content, en tout cas, nous, à notre niveau, de leur voir à ce niveau-là, et c'est une bonne chose pour lui, et comme tu dis, c'est sûrement une bonne chose pour la suite. Ceux qui ont fait un bon week-end, c'est les Honda aussi en Superbike, parce que les Kona a fini 7e, 10e, pardon, je dis n'importe quoi, 10e en course 2, et Rafi Fieré, je le prononce très mal, et ça a le mérite de faire rire Automne, c'est déjà pas mal. Lui a fini 7e, et en course 1, nos chers amis ont fini à la 7e place également, et à l'inverse, par contre, les Kona, il a fini 6e. Donc une belle progression ce week-end pour eux. Ils avaient l'air de dire que c'était... que déjà à Most, il y avait des signes encourageants, comme on le disait précédemment, il y avait des signes encourageants pour les Honda, et particulièrement pour Vierre, du coup, qui lui avait le syndrome des loges quand il était à Most, donc on sait à quel point c'est compliqué, et il s'était fait opérer à Portimao. À Estoril, la journée de test avait été plutôt positif, donc en fait c'est step by step pour les Honda, surtout que au final Manicourt, normalement, c'est pas une piste qui est très favorable aux Honda. Et là, les conditions compliquées, ça a vraiment permis aux pilotes d'avoir un gros avantage sur la piste. Et les qualifs se sont bien passés. Enfin, voilà, il y a eu que des bonnes choses. Après, Vierre pensait pouvoir se battre en course 1, mais avec la pluie, il a choisi les slicks. Donc
mauvaise décision malheureusement pour lui. Donc voilà, mais en tout cas il disait qu'il arrivait enfin à sortir le maximum de la moto. Ils ont changé des réglages et ça lui convient vachement mieux, et qu'en fait ils ont complètement changer la base en fait, tout simplement, que c'est vraiment une nouvelle base de réglage de la moto et de l'électronique, donc c'est que du positif. Et il y a des tests à Aragon cette semaine, donc quand il en parlait c'est ce qu'il racontait, qu'il espérait que ce soit un nouveau step en avant, donc ça va être un peu l'interrogation pour la prochaine course, de voir où Honda se situe. Et au final, c'est un bon week-end, que ce soit, on verra la course Super Sport juste après, mais que ce soit en Super Sport pour Perolari ou pour les 2 pilotes officiels Honda en Superbike, c'est vraiment positif pour eux, et on a vu des belles choses et une belle progression pour le team. Alors, après, c'est positif. Bon, la première course, bon, on va dire que c'est sous la pluie. Bon, les niveaux, on sait que tu vois, ils sont nivelés et qu'il manquait du monde. Bon, la course 2, Bière il finit 7, et Lecuona il finit 10. Bon, 7 et 10. c'est pas non plus foufou, quoi. Enfin, Oui, mais quand tu sais que depuis le début de saison, il galère, qu'il n'arrive pas à trouver ce qui lui convient vraiment sur la moto, c'est quand même qu'il y a un petit step en avant. Après, on sait très bien que ni l'un ni l'autre ne seront titrés cette année et iront chercher des places sur le podium. Ça semble encore compliqué, mais il y a quand même un step en avant de fait entre ce que tu peux voir sur la piste maintenant et ce qu'on pouvait voir en début de saison. Alors de 13-14, ils sont passés 8-10. Bon, ils sont fait un petit pas en avant, mais il faut avoir sur les dernières courses, s'ils arrivent à se rapprocher. Non, mais par rapport à l'argent qu'ils ont mis et par rapport à ce qu'ils ont, Honda, je suis désolé, même 7 et 10, même 8 et 10, c'est pas bon, quoi, pour eux. Et moi, je suis d'accord. T'es un peu moins dur. Non, je suis plutôt d'accord avec Stéphane, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a 3 grands noms qui manquent. Il y a Toprak, Bautista et Johnny Ray, donc en toute logique, ils auraient fini 3 places derrière. C'est pas si incroyable que ça. Par contre, ce qu'il racontait Xavi Vierge dans son débrief, c'est qu'il garde un problème qui est le grip, qu'avec les pneus neufs c'est possible de compenser, mais qu'ensuite ils les détruisent et ils galèrent. Et en revanche, maintenant qu'il arrive à se battre en piste et rouler avec les autres, c'est plus facile pour lui d'estimer où la moto peut encore être améliorée en comparaison avec les autres. Ouais. Et on va passer rapidement là-dessus, parce que sinon on va faire un épisode qui dure 1h30 alors qu'on s'était dit qu'on ferait rapide. Juste à noter, parce qu'on sait qu'on a des auditeurs qui sont fans absolus de ce pilote, Rémi Gardner a fini 6ème. Donc on en parlait déjà, Stéphane, dans le podcast de mi-saison, en disant que c'était pas si dégueu au final quand on prend du recul et qu'on regarde sur l'ensemble de la saison. Et là, ce week-end, encore une fois, oui, d'accord, il manque Toprak, etc., mais il a pas mal fini sa course non plus, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du côté du Superbike, et entrons sur le plat de résistance, la chose dont on a tous envie de parler en tant que bons Français depuis dimanche dernier, la course de Super Sport. D'abord la course 1 qui a vu la victoire de Tully, qui gagne donc avec 3 motos différentes. Il rejoint le club très fermé en Superbike, en Super Sport du coup, pour ce type de victoire. Il rentre dans l'histoire de la moto avec ce record. Il rejoint Cluzel et Fabien Foret dans le même type de victoire, mais c'est à noter que lui il gagne avec 3 motos différentes, mais avec 3 constructeurs différents. Il avait gagné à Manicourt en 2017 avec Yamaha, à Mandalika avec MV Agusta, et du coup à nouveau à Manicourt avec une Ducati. Le matin, c'était une course assez piégeuse pour certains pilotes. On a pu le voir avec Debise qui a fait le choix de partir en pneu pluie, et qui s'est un peu fait duper. C'est ce qu'il racontait, c'est que en fait il a jaugé la piste par rapport à la ligne de départ, et la ligne de départ est à l'ombre à cause des tribunes, et c'est la partie qui sèche le moins vite du circuit. Donc en fait, en effet, il a fait 10 tours en tête de la course, mais derrière pour se faire rattraper très vite par les pilotes qui avaient pris des pneus des pneus slicks. Tully était accompagné sur le podium de on va y arriver. Kari Casulo et de Van Stralen sur le podium ce week-end. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première course qui était du coup une course sprint et réduite à 12 tours, Automne ?
Ce qu'il faut mentionner sur cette course-là, c'est quand même le tout premier virage quasiment de la toute première course du matin, où Lucas Mayas, qui était deuxième sur la grille, part en tête, vraiment tambour battant, et se répand dans le virage parce qu'il est entré un peu trop fort, il y avait encore des traces humides, et malheureusement, il finit dans le bac à gravier au tout premier virage. Après, il repasse au stand et il repart pour faire un tour chrono et pouvoir être bien placé sur la grille pour la deuxième course. Mais c'est vraiment dommage que tout s'arrête aussitôt alors qu'il avait de bons espoirs pour cette course-là. Non, oui, je suis d'accord avec Auton. Déjà, ça commence par le premier virage où Mayas, il a oublié que la piste était un peu humide pour le coup et il a été un peu optimiste, donc il part. Il revient au stand parce que bon, c'est qu'une petite glissade et là, il met les pneus, il change de pneus pour taper un chrono pour être classé dans les 10 premiers pour la course 2. Et à côté de ça, ouais, t'as Debise, lui, il part comme une bombe parce qu'il a les pneus pluie, mais bon, comme il dit, il a fait une très très grosse erreur. Il aurait dû partir comme tout le monde en pneus slick. Parce qu'au bout c'est vrai qu'il compte 5-6 secondes d'avance, mais il reste, je crois, 5 tours. Et il se fait rattraper et puis il finit un peu loin, quoi. C'était pas la place qu'il espérait. Dommage. Ouais, puis c'est ce qu'il disait, c'est qu'il a hésité à rentrer, Oui, il ça. s'est dit, foutu pour foutu, autant continuer. Bon, après, c'est lui sur la moto, c'est lui qui sait mieux que nous. On passe rapidement sur cette course, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur la course 2. Est à noter tout de même que les Français, du coup, nos chers wildcards et nos chers remplaçants, ont fini pour Antigua, alors que je ne vous dise pas de bêtises. Antigua a fini 25e sur la course. Devant, il y avait Perolari... Négrier, pardon, à la 22e place, 20e Perolari et De La Vega 18e. Alors Perolari parce qu'il voilà. il part tout droit. Et une pénalité qu'il n'a pas fait, il a eu une amende, mais une pénalité. Il a tiré tout droit et c'est pour ça qu'il finit 20, mais il était dans le top 10 au départ. Malheureusement pour lui. Ouais. En course 2, du coup, on a eu Victor de Montella qui, lui, remonte petit à petit dans les points pour le titre parce qu'il réduit l'écart avec Huertas de 14 points. Il avait fini 6e en course 1 le dimanche matin et il avait été pénalisé pour conduite irresponsable après avoir touché son rival au titre, notre cher Huertas, qu'on aura en Moto 2 l'année prochaine. Et il avait reçu, du coup, un long lap. Du coup, comme je le disais, il était accompagné de 2 autres pilotes qui sont Manzi et du coup Huertas. Et les Français, eux, ont fini à la... Que je dise pas de bêtises, je regarde le classement parce que évidemment je l'ai plus en tête. Perolari 7, si tu veux. Tu sais, t'es plus rapide que moi. Et du côté des Français, du coup, on a Perolari qui finit 7e. Ensuite, on va avoir Antigua qui, lui, a fini 24e, Négrier 25e. Et malheureusement, Enzo de la Vega, après une chute en fin de course, après avoir bien soudé pendant toute la course, finit à la 26e place. Mais où sont Mayas et Debise, Ophélie? Où sont-ils? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Lance le débat que l'attend tous. La vraie info du week-end qu'on attendait tous comme de bons chauvins qui nous ont fait hurler sur nos canapés, c'est le duel qu'on attend depuis le début de saison en Super Sport. Debise Mayas, Debise qui... si on est un peu honnête, va foutre au tas Mayas. Donc ça s'est passé dans le dernier virage, juste avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. Ça a fait assez débat puisque c'est au freinage. Donc en fait, ce que Debise disait, c'est que lui freine plus tard, donc il a pris un peu d'avance, il est censé prendre la priorité. Mayas le voit arriver dans son... Lui freine beaucoup plus léger sur la poignée, il le voit arriver dans son champ de vision et en fait il fait un espèce de pif-paf gauche-droite, ça le gêne et Debise roule sur le vibreur, percute Mayas et dans la manœuvre touche la roue arrière de Mayas et Mayas finit à faire un high side et en fait ce qu'on a pu voir à la télé c'est qu'aussi dans l'énervement Mayas
se relève de la moto, se relève du bac à gravier et s'approche de Debise qui essayait de repartir avec la moto, pousse la moto de Debise et se casse au centre médical. Et Debise, lui, finit par rentrer à pied, du coup. Les propos des pilotes, c'est Debise que c'est pas sa faute et que Mayas, concrètement, il dit qu'il s'est fait rentrer dedans, quoi. Mayas, c'est à l'acromio. Il a une blessure à l'acromio, je ne saurais plus vous dire exactement comment ça s'appelle. Ça tombe bien, je suis pas médecin. Mais voilà, donc il a dû aller se faire opérer. Stéphane, toi, devant ta télé, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit accrochage ? Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont cons, quoi. Mais alors après, quand tu regardes les images, parce qu'en fait, la télé tourne que la fin de l'action, et clairement, tu vois Debise qui glisse, qui emporte Mayas fait un vol plané. Donc là, déjà, je comprends que Mayas, quand il retombe, que ce soit Debise ou pas, hein, qu'il soit super énervé. Parce que moi, je pense que tous les pilotes auraient été énervés. Tout le monde a commencé à dire, ouais, c'est pas normal, Mayas, il a bousculé Debise. Bon, il y a un moment, les mecs, il a l'adrénaline. Je pense qu'ils s'attendent pas à se faire percuter, à voler autant, il a mal à l'épaule. Ils sont pas battus, il a juste poussé. Donc je pense qu'à un moment, les gens, il faut aussi qu'ils se calment. D'ailleurs, c'était pas du MMA, quoi. Et par contre, quand t'entends Debise qui parle, il dit non, mais on peut pas dire que ça soit moi le responsable parce que Mayas il coupe beaucoup les virages pour tasser ceux qui veulent le passer. Et apparemment Debise avait alerté Mayas que sa conduite était pas trop fair. Et Mayas l'a refait, Debise il a tenté de passer pour le coup et il a dit qu'il avait freiné super fort pour l'éviter et que il a pas réussi à éviter Mayas. Et Debise dit c'est pour ça que moi je dis que c'est pas ma faute. Bon, après moi je pense que c'est fait de course, quoi. Debise, pour moi c'est fait de course aussi et ça arrive et tant pis. Et Debise s'est pris un long lap pour la course. Après quand Debise il est un peu en mode tu vois je te l'avais dit que ça allait arriver, que c'est un peu facile on voit très bien sur le ton que c'est dit. En plus de ça, après c'était ultra intéressant parce que Debise a complètement décrypté la chute et l'action dans son live débrief post-course. Après, moi, il m'a fait rire parce qu'il te dit que c'est pas sa faute, mais il commence son débrief en disant quand je fais pas de conneries, il y a personne. Par contre, quand je fais une connerie, il y a quelqu'un. Donc, c'est que, il y a un peu... il reconnaît un peu sa bêtise, quand même. C'est ça. Après, moi, pour avoir été pas sur la piste, parce que je serais pas là parmi vous pour vous le dire sinon, si j'étais sur la piste pendant la course, mais dans les tribunes, avec François, il y a eu un espèce de « Ah purée, Debise, il va passer Mayas, c'est incroyable, c'est ce qu'on attend ». Et puis en fait, il se fout au tas et t'as tout le monde dans les tribunes qui est debout, les mains sur la tête, en se disant « Mais c'est pas possible de faire des conneries pareilles ». Ouais, c'est con parce que Debise, c'est lui qui est quand même il sera pas champion, mais qui se bagarre pour être bien placé au championnat. Et là, pour le coup, c'est quand même plutôt lui qui a à perdre que Mayas sur cette course-là, parce que Mayas, je pense qu'il veut juste bien figurer parce qu'il est à domicile, parce qu'il y a le GMT, voilà, on sait Cocorico. Mais bon, Debise, au-delà de ça, lui, le Cocorico, je pense que ça le tenait à cœur, mais était quand même plutôt sur le... Et moi, je veux être au championnat du monde, quoi, tu vois, donc... Debise, Cocorico, de rien du tout, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, là, c'est ma manche passeport, ma manche chez moi, c'est pas ici, c'est en Espagne, c'est plus proche de chez moi, quoi. Donc, tant pis, c'est con, parce que du coup, on aurait peut-être eu un pilote français au moins, ou deux dans les 5 premiers. Tant pis, et voilà. Et Pirot Larry, sur cette course-là, c'est le premier français, il est 7ème. Avec son Honda. Et Automne, toi, pour finir avec l'histoire Mayas-Debise, qu'est-ce que t'en as pensé ? En fait, peut-être rappeler juste la dynamique de la course, que Mayas était devant à la 5e, 6e position, aux avant-postes de la course, et que Debise a dû remonter, et du coup, il remontait avec un gros rythme. Il fondait un peu sur Mayas, et je pense que s'il avait attendu 2 ou 3 virages, il aurait pu le passer. Même dans la ligne droite, il aurait pu le passer. C'était sûr que Debise avait un meilleur rythme à ce moment-là de la course, en tout cas. Et c'est un peu dommage de se précipiter comme ça. Après, il y a... dans le feu de l'action, les esprits se sont un peu échauffés, mais je trouve que Mayas se retrouvait percuté avec une blessure à la clavicule et tout. C'est quand même mal payé pour son week-end, qui est un peu cauchemardesque.
Ouais, c'est clair. Mais après, tu le vois, hein, enfin, et c'est ce que François disait très bien quand on parlait de la course en off. Il arrive Mac 12 de bise sur Mayas. Donc, de toute façon, c'était soit ça passe, soit ça casse. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Mais je suis d'accord avec Automne, c'est vrai que sur le coup de bise, il aurait dû. Allez, je me cale dans sa roue. Je sais que tu vois, dans les virages, Mayas, bon, il fait un peu. Il joue pas trop le jeu, quoi, on va dire. Bah, hop, je freine un tout petit peu, sortie de virage. Voilà, j'en ai sous le truc. En plus, ça descend pour arriver au virage du lycée. Donc, tu vois, il avait de quoi le passer plus 500 mètres après, quoi. Et pour finir, du coup, sur cette petite course 600, donc on a eu, comme je le disais, les pilotes français qui sont bien placés pour certains pendant la course, et au final, ça s'est un peu mal fini. Particulièrement De La Vega, qui s'est vraiment bien battu toute la course, vraiment toute la course, et qui au final chute dans le dernier tour et finit très loin. Je pense que c'est à noter quand même que les Français ont fait un bon week-end. Perolari s'est vraiment bien battu tout le week-end. Il était meilleur Honda au classement sur la dernière course. Et De La Vega, il a montré qu'il était capable d'être là et capable d'aller se battre. Donc c'était un week-end assez positif, et je pense que pareil pour Négrier, même s'il n'a pas fini très haut dans le classement, faut pas oublier qu'il a 18 ans et que c'est quand même une belle expérience pour lui de pouvoir avoir roulé en mondial pour la suite des choses, quoi. Complètement, en fait, déjà, donc pour les 3 pilotes français qui sont pas là en pilote titulaire du championnat, déjà, c'est vrai que pour Perolari, il s'est très très bien mis en valeur pendant le week-end. Il y a des membres du team Honda Petronas qui sont venus le voir sur la grille, et je pense qu'il y a eu des discussions. Donc ça trompe pas non plus. En ce qui concerne Enzo De La Vega, il a réussi à montrer son potentiel. Il était dans les points, il a très très bien roulé avec un moteur qu'il découvrait, on le répète. Et ça s'est mal fini au dernier tour, mais je pense que l'essentiel était fait. Il a montré de quoi il était capable. Pour Alexis Négrier, il a appris petit à petit. C'est pas facile de se plonger dans une manche de championnat du monde, et pendant la plupart de la deuxième course, il a quand même réussi à suivre le rythme de pilotes comme Nicolas Antonelli ou Dalla Porta par exemple, qui ont eu une belle carrière déjà derrière eux, qui sont un peu en perdition maintenant en Supersport, mais ça doit lui mettre du baume au cœur et ça doit lui donner de la motivation pour continuer à travailler et pour gagner en performance rien que dans le championnat de France Superbike. Par contre, je regardais les chronos de Négrier, tu vois, il tourne en 1,42,8, c'est quasiment le moins rapide, hein. Ouais, Donc, mais encore une fois, faut pas oublier que c'est son meilleur premier chrono. roulage en Ouais, mondial, tu vois. Donc, mais si tu vois par rapport aux oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux ouais, dire. mais tu vois, quand tu reprends les anciennes wildcards de certains pilotes, même les dernières avec le petit Gimbert, tu vois, il tournait, alors j'ai pas les chronos sous les yeux, mais tu vois, lui, il avait raccroché la 11e place, il était dans les points en tout cas, tu vois. Moi, ce qui m'a gêné, alors je te le dis, hein, c'est le discours, c'est pas ce qui m'a gêné, mais même pour l'avoir vu à Carole, c'est, tu vois, je trouve qu'il se met pas en valeur, c'est-à-dire qu'il dit toujours, ouais, alors j'étais bon sous la pluie, mais il faut toujours que j'apprenne, au moment, allez gars, dis-toi, allez, moi je suis là pour, tu vois, pour foncer, pour faire un truc et tout, et je pense que je trouve qu'il est pas assez libéré dans sa tête pour, tu vois, pour avoir une grosse performance, tu vois, je trouve que c'est dommage. À l'inverse, moi, tu vois, je pense que... Tu vois, à l'inverse, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est plus qu'il est en mode... ok, je suis là, je découvre, je kiffe, et... Il n'y a pas un côté je m'en foutiste, hein, c'est pas le propos, mais au contraire, je pense qu'il se met pas du tout de pression, et que peut-être que c'est le petit truc dont il aurait besoin. Petit mot, un petit sur le Super Sport 300 quand même. Première course, c'était un triplé Yamaha. Voilà. Avec Mahendra qui gagne et qui prend le large au championnat. Enfin, il accroît son avance en tête. Et la deuxième course, c'est Jeffrey Buis qui gagne sur la KTM. Voilà. Simple, efficace, mais au moins vous avez les résultats.
C'est tout pour nous, pour cette manche du Superbike à Manicourt. Concernant le Superbike, on se retrouvera à la fin de la saison. Ça va arriver très vite, ne vous inquiétez pas, on va vite venir vous reparler de Garner. Il ne reste que 4 courses, donc on vous fera un beau débrief tout beau avec, on l'espère, Toprak qui aura été chercher un titre de champion du monde cette année. Et si vous voulez nous suivre, écoutez les débriefs MotoGP et les interviews à venir et tout ce qu'on aime qui a 2 roues et qui fait vroom vroom, c'est évidemment sur toutes les plateformes de streaming, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Merci Automne, merci Stéphane. Ciao. Et à très vite.